Quand ma belle-fille a dit « Je ne veux pas d'une vieille femme inutile ici pendant ma grossesse », j'ai cru qu'elle plaisantait. Mais non. Mon fils s'est tenu à côté d'elle et a dit « Maman, il est peut-être temps que tu trouves un autre endroit où loger. » J'ai fait mes valises le soir même. Sans dispute. Sans larmes. Juste le silence. Le lendemain matin, j'ai emménagé dans une petite chambre au-dessus d'une boulangerie. J'ignorais que l'homme qui me louait cet endroit deviendrait leur nouveau propriétaire le lendemain. Quand il a frappé à leur porte, il leur a dit quelque chose qui a fait sonner mon téléphone 38 fois avant midi. Je n'ai pas répondu une seule fois. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi d'où vous venez ou quelle heure il est chez vous, car aujourd'hui pourrait bien décider si je perds mon toit ou le peu de dignité qui me reste. Je me souviens encore du moment précis où mon cœur s'est brisé. J'étais dans la cuisine que je nettoyais tous les jours depuis 3 ans, en train de plier des petits bodys que je venais d'acheter pour mon futur petit enfant, quand Jenna est entrée avec ce regard-là. Vous savez, ce regard. Celui qui annonce quelque chose d'inoubliable. « Maman », dit-elle, et je remarquai qu'elle ne m'appelait pas par mon nom. Juste maman. Comme si elle essayait d'adoucir ce qui allait suivre. « Il faut qu'on parle de notre logement. » Lucas se tenait derrière elle. Mon fils. Le garçon que j'ai élevé seul après le départ de son père quand il avait 6 ans. Le garçon pour qui j'ai cumulé 2 emplois pour qu'il puisse faire des études. Il évitait mon regard. Le bébé a besoin d'une chambre, poursuivit Jenna. Et le seul espace disponible, c'est le garage. Celui où tu vis. J'ai senti mes mains se glacer. Le body que je tenais est tombé par terre. Il était jaune, avec des petits canards. J'avais passé 20 minutes au magasin à le choisir. À m'assurer qu'il soit bien doux. Je veillais à ce que les coutures n'irritent pas la peau délicate du bébé. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demandai-je, même si je le savais déjà. « Il faut que tu partes », finit par dire Lucas. Sa voix était basse. Honteux, peut-être. Mais pas assez pour l'arrêter. Je le regardais. Je le regardais vraiment. Je cherchais sur son visage le petit garçon qui se glissait dans mon lit pendant les orages. L'adolescent qui pleurait dans mes bras quand sa première petite amie lui avait brisé le cœur. Le jeune homme qui m'avait supplié de venir vivre avec eux 2 ans plus tôt parce qu'il ne pouvait pas payer l'emprunt immobilier sans mon aide. « Tu es sérieux ?» dis-je. Jenna hocha la tête. Elle posa la main sur son ventre. Un geste protecteur. Comme si j'étais la menace. On a déjà commencé à regarder les berceaux. Il faut qu'on prépare la place. Le bébé arrive dans 4 mois. Quand ? demandai-je. Le plus tôt possible, dit Lucas. Peut-être d'ici la fin du mois. C'était dans 2 semaines. 2 semaines pour faire mes valises et trouver un logement. 2 semaines de préavis, comme si j'étais une locataire qui n'avait pas payé son loyer. Pas sa mère. Pas la femme qui lui avait tout donné. J'avais payé la compte de cette maison. 20 000 $ de mes économies de retraite. De l'argent que j'avais mis de côté depuis que Lucas était à l'école primaire. De l'argent que j'avais gagné en faisant des heures supplémentaires, en travaillant les week-ends et les jours fériés. J'avais payé la moitié du crédit immobilier chaque mois depuis leur emménagement. 1800 $ par mois pendant 3 ans. J'avais préparé leurs repas, nettoyé leur maison, fait leur lessive. J'avais peint les murs qu'ils avaient choisis. J'avais aménagé le jardin dont Jenna rêvait. J'avais réparé le toit qui fuyait quand ils n'avaient pas les moyens de payer un artisan. Et maintenant, ils avaient besoin de mon espace. D'accord, dis-je. Jenna cligna des yeux. D'accord. Oui. D'accord. Je vais partir. Lucas finit par croiser mon regard. Il avait l'air surpris. Peut-être s'attendait-il à ce que je me débatte. Que je pleure. Que je supplie. Que je lui rappelle tout ce que j'avais fait. Pour le faire culpabiliser suffisamment pour qu'il change d'avis. Je n'y suis pas parvenue. Je suis allée au garage qui avait été mon chez-moi. Ce n'était pas grand-chose. Un espace aménagé avec un lit, une commode, une petite salle de bain que Lucas avait installée lui-même. Il l'avait fait rapidement. À moindre coût. Il avait bâclé le travail. Il avait ignoré les permis. Je l'avais prévenu à l'époque que cela pourrait poser problème plus tard. Il m'avait ignoré d'un geste de la main. Il avait dit que personne ne vérifiait ce genre de choses.
J'avais rendu l'espace confortable. Des rideaux que j'avais cousus à la main avec du tissu trouvé en solde. Des photos de Lucas grandissant au mur. Son premier jour de maternelle. Sa remise de diplôme du lycée. Le jour de son mariage. Un fauteuil de lecture près de la fenêtre où je regardais le lever du soleil tous les matins. Une petite télévision que j'avais achetée dans une brocante. Des livres empilés sur une étagère que Lucas m'avait construite pour Noël. C'était chez moi. Petit, certes. Mais chez moi. J'ai commencé à faire mes valises le jour même. J'ai sorti les valises de sous mon lit. J'ai commencé à plier les vêtements. J'avais 3 tiroirs remplis d'affaires. Pas grand-chose pour 62 ans. Mais j'avais donné la plupart de mes affaires en emménageant. J'avais réduit mon espace pour qu'il tienne dans le garage. Je m'étais fait plus petite pour ne pas être un fardeau. Un jour, Lucas est sorti alors que je pliais du linge. Il est resté planté dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches. « Maman, tu n'es pas obligée de te presser. On peut. »« Ça va, » dis-je. Je ne le regardais pas. Si je le regardais, je risquais de dire des choses que je regretterais. Des choses sur le fait qu'il était comme son père. Comment il se servait des gens et les jetait quand ils ne lui servaient plus. « Je suis désolé que ça se passe comme ça, » dit-il. J'arrêtai de plier. Je me tournai vers lui. « Non, tu ne le hais pas, » dis-je. « Si tu étais désolé, tu ne ferais pas ça. » Il ouvrit la bouche. La referma. Son visage devint rouge. Pendant une seconde, je crus qu'il allait vraiment s'excuser. Qu'il allait enfin se rendre compte de ce qu'il faisait. Mais Jenna m'appela de l'intérieur. « Lucas, tu peux m'aider à déplacer ce carton ?» Et il s'éloigna. Il m'a fallu 3 jours pour tout emballer. 3 jours à mettre ma vie en carton pendant que Jenna mesurait le garage pour la chambre du bébé. Je l'entendais dehors avec son maître. Elle parlait au téléphone avec sa mère des couleurs de peinture, de l'emplacement de la table à langer, du mur d'accent qu'elle souhaitait. Pendant ce temps, Lucas m'évitait. Pendant ce temps, elle parlait avec enthousiasme de leur avenir, du bébé, de la perfection de leur future vie. Personne ne m'a demandé où j'allais. Personne ne m'a proposé de m'aider à chercher un logement. Personne ne semblait se soucier du fait que leur mère de 62 ans allait se retrouver à la rue. Le 2e jour, j'ai appelé plusieurs appartements. La plupart étaient trop chers. Ceux que je pouvais me permettre étaient dans des quartiers mal famés ou avaient des listes d'attente. Je commençais à paniquer quand j'ai trouvé une annonce pour un petit studio au-dessus d'une boulangerie sur Pine Avenue. Au 3e étage. Sans ascenseur. 600 $ par mois. Je suis allé le visiter cet après-midi-là. Le propriétaire était un homme âgé nommé Monsieur Kowalski. Il possédait la boulangerie en bas. Il m'a fait monter 3 volets d'escaliers étroits. J'avais mal aux genoux en arrivant en haut. L'appartement était minuscule. Une seule pièce qui servait à la fois de chambre et de salon. Une salle de bain à peine assez grande pour s'y retourner. Une cuisine réduite à une plaque chauffante, un petit frigo et un évier. Mais il y avait une fenêtre donnant sur la rue. Et c'était propre. « Je le prends », dis-je. Monsieur Kowalski parut surpris. « Vous ne voulez pas y réfléchir ?»« Non. Je le prends. » Je lui ai versé un acompte et j'ai signé le bail sur le champ. À mon retour, Lucas et Jenna étaient dans le garage. Elle lui montrait des échantillons de peinture. Il riait. Il n'avait même pas remarqué mon absence. Le 4e jour, j'ai chargé ma voiture. J'ai fait de nombreux allers-retours sur les 3 étages. J'avais mal au dos. Mes genoux me faisaient souffrir. Mais j'ai persévéré. Je n'avais pas grand-chose. Mes vêtements. Mes photos. Mes livres. La chaise. Un peu de vaisselle et quelques casseroles. Tout ce que je possédais tenait dans ma petite voiture et dans une camionnette de location. J'ai gardé les photos pour la fin. Je suis resté là, tenant la photo de la remise de diplôme de Lucas. Il portait sa toque et sa robe de diplômé. Un immense sourire illuminait son visage. J'étais à côté de lui, rayonnante de fierté. J'avais économisé pendant 2 ans pour lui offrir la bague de fin d'études dont il rêvait. J'avais enchaîné les doubles journées pour qu'il puisse participer au voyage de fin d'études à Washington DC. J'ai failli laisser la photo. J'ai failli la jeter à la poubelle. Mais je n'ai pas pu.
Alors je l'ai rangée au fond d'un carton, là où je ne la verrai plus tous les jours. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai simplement laissé ma clé sur le plan de travail de la cuisine, à côté d'un mot, je m'en vais. Tu as ton espace maintenant. Bonne chance pour la suite. C'est tout. Pas de discours. Pas de confrontation finale. Pas de larmes. Je suis juste partie. En quittant l'allée pour la dernière fois, je les ai aperçus par la fenêtre. Lucas avait le bras autour des épaules de Jenna. Elle souriait, lui montrant quelque chose sur son téléphone. Sans doute des idées pour la chambre de bébé. Probablement de jolis vêtements pour bébé. Ils ne m'ont même pas vu partir. J'ai pris la voiture jusqu'à Pine Avenue. Je me suis garée dans la ruelle derrière la boulangerie. J'ai commencé à monter les 3 étages avec des cartons. C'est là que j'ai pleuré. Pas en faisant mes cartons. Pas en partant. Mais là, dans ce petit appartement qui sentait le pain et la cannelle, à monter des escaliers qui semblaient de plus en plus raides. J'ai pleuré parce que j'avais passé ma vie à faire passer Lucas avant tout. Et dès qu'il a eu une autre, je suis devenue superflue. J'ai pleuré parce que je lui avais tout donné et qu'il ne m'avait rien donné. J'ai pleuré parce que j'avais 62 ans et que je recommençais à zéro dans un studio, seule. Mais quand j'ai monté le dernier carton, mes larmes ont cessé. Mes mains étaient fermes tandis que je déballais mes affaires. Tandis que j'accrochais mes rideaux. Tandis que je faisais mon lit. Je ne le savais pas encore, mais cet appel allait arriver. Celui qui allait tout changer. Celui qui leur apprendrait ce que signifie vraiment perdre quelqu'un qu'on tenait pour acquis. Mais d'abord, je devais apprendre à vivre pour moi. Ce premier soir, je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre. J'ai regardé la rue en contrebas. J'ai regardé les gens rentrer du travail. J'ai regardé les lumières de la boulangerie s'éteindre. J'ai regardé le monde continuer à tourner sans moi. Et je me suis fait une promesse. Je ne me rabaisserai plus jamais à ce point. Je ne donnerai plus jamais au point de n'avoir plus rien. Je ne laisserai plus jamais personne, pas même mon propre fils, me faire sentir invisible. C'était la nuit où Margaret Chen est morte. Et une autre personne est née. Quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui avait enfin compris que l'amour ne devrait jamais coûter tout. Mon appartement était silencieux. C'est ce que j'ai remarqué en premier. 3 semaines à vivre seule, et le silence était le bruit le plus assourdissant de ma vie. Plus de Jenna me demandant de surveiller la cuisinière pendant qu'elle courait faire des courses. Plus de Lucas laissant traîner sa vaisselle sale dans l'évier. Plus de bruit de fond constant de leur vie, auquel j'étais devenue inextricablement liée. Juste moi et l'odeur du pain frais qui s'élevait de la boulangerie en bas. Je me réveillais chaque matin avec cette odeur. Au début, elle me donnait faim. Puis, cela m'a rendue triste car je faisais du pain pour Lucas quand il était petit. Ensuite, au bout d'un moment, c'est devenu normal. L'odeur de ma nouvelle vie. J'avais pris mes marques. Me lever à 6 heures. Préparer un café. M'asseoir près de la fenêtre et regarder le lever du soleil. Certains matins, je lisais. D'autres matins, je restais simplement assise là à réfléchir à comment j'en étais arrivée là. Comment cette femme qui avait élevé un fils, tenu sa maison et travaillé sans relâche s'était retrouvée seule dans un studio au-dessus d'une boulangerie. Je buvais mon café près de la fenêtre quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Je recevais des appels indésirables depuis des semaines. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Ici Margaret, ai-je répondu. Madame Chen. Ici Rachel Winters de Brookline Estate Développement. Je me suis redressée. Brookline Estate était une grande entreprise. Tout le monde les connaissait. Ils achetaient des propriétés, les rénovaient et les revendaient au double du prix. Ils transformaient des quartiers entiers. Oui, ai-je dit prudemment. Nous recherchons un consultant en immobilier résidentiel expérimenté pour un nouveau projet. Votre nom nous a été chaudement recommandé par un ancien collègue. Vous avez de l'expérience en gestion immobilière, n'est-ce pas? C'était exact. Avant la naissance de Lucas, je travaillais pour une agence immobilière en centre-ville. J'étais douée, d'ailleurs. Je pouvais repérer les problèmes que les autres ne voyaient pas en visitant une maison. Problèmes de fondation, câblage défectueux, extensions illégales. J'avais le sens du détail. Après le départ de son père, je n'avais plus les moyens de payer la garde d'enfants,
Alors j'ai démissionné. Je me disais que ce n'était que temporaire, que je reprendrais le travail quand Lucas serait plus grand. Mais il y avait toujours des factures, toujours des urgences, toujours des raisons de continuer à travailler comme réceptionniste et femme de ménage plutôt que de retourner dans l'immobilier. C'était il y a longtemps, ai-je répondu. Nous sommes prêts à vous former aux normes et réglementations en vigueur, a dit Rachel. Le salaire est compétitif. 25 $ de l'heure pour commencer. On cherche quelqu'un qui connaît le quartier. Quelqu'un du coin. Quelqu'un qui peut repérer les problèmes immobiliers avant qu'ils ne s'aggravent. Quelqu'un qui peut parler aux propriétaires et les aider à comprendre ce qui doit être réparé. 25 $ de l'heure. C'était plus que ce que j'avais gagné depuis des années. Plus que mon ancien salaire de réceptionniste. Plus que mon ancien salaire de femme de ménage. De quoi peut-être économiser un peu. M'acheter de nouvelles chaussures. Ne plus paniquer au moindre bruit étrange dans la voiture. Quel quartier, demandai-je. Hillcrest. Près de Brookline Park. Mon quartier. Celui que je venais de quitter. Celui où Lucas et Jenna vivaient encore. Un froid glacial m'envahit la poitrine. Ni vraiment de la colère. Ni vraiment de l'espoir. Quelque chose entre les deux. Quand est-ce que je commencerai? Immédiatement si vous êtes disponible. Nous avons plusieurs propriétés à évaluer en vue d'un achat ou d'une rénovation. Nous avons besoin de quelqu'un pour effectuer des inspections préliminaires, rédiger des rapports et nous aider à comprendre ce que nous achetons avant de nous engager. Pourriez-vous venir demain pour un entretien? J'ai jeté un coup d'œil à mon minuscule appartement. À la plaque chauffante sur laquelle je cuisinais. Au fauteuil qui me servait aussi de canapé. À la vie que je construisais à partir de rien. J'aurais dû dire non. J'aurais dû trouver quelque chose loin de Lucas et Jenna. Un endroit où je pourrais oublier. Un endroit où je pourrais prendre un nouveau départ. Mais je ne l'ai pas fait. Oui, ai-je dit. Je peux venir demain. Le lendemain matin, je me suis habillée avec soin. Un chemisier acheté dans une friperie. Un pantalon que j'avais depuis 10 ans mais qui était encore en bon état. Je voulais avoir l'air professionnel. Compétente. Comme quelqu'un qu'on a envie d'embaucher. Le bureau de Rachel se trouvait dans un immeuble moderne du centre-ville. Du verre et de l'acier. Tellement différent de tous les endroits où j'avais travaillé auparavant. Elle m'a accueilli dans le hall. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé. Une quarantaine d'années. Professionnelle. Sûre d'elle. Le genre de femme qui savait exactement ce qu'elle voulait et comment l'obtenir. Elle m'emmena à l'étage, dans une salle de conférence. Elle me montra les plans du projet immobilier Hillcrest. 12 propriétés qu'il comptait acheter, rénover et revendre. Le quartier a du potentiel, expliqua Rachel en étalant des papiers sur la table. Mais beaucoup de ces maisons n'ont pas été correctement entretenues. Nous avons besoin d'une inspection pour chaque propriété avant de faire une offre. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'infraction au code du bâtiment, d'agrandissement non autorisé, de problèmes structurels. Tout ce qui pourrait compliquer une vente ou une rénovation. Elle sortit un dossier et l'ouvrit. C'est notre priorité absolue, dit-elle. L'adresse me glaça le sang. 214, Hillcrest Drive. Mon ancienne adresse. La maison de Lucas et Jenna. Rachel continuait de parler, me montrant les titres de propriété et les informations fiscales. Mais je ne l'entendais pas. Je fixais l'adresse. Les photos de la maison que j'avais aidé à acheter. La maison que j'avais aidé à entretenir. La maison d'où j'avais été mise à la porte. Il y a un problème? Demanda Rachel en m'observant. J'aurais pu lui dire. J'aurais pu dire que c'était la maison de mon fils et demander un autre logement. J'aurais pu lui expliquer la situation et partir sur le champ. Mais je repensais à Jenna qui mesurait mon garage. À Lucas qui évitait mon regard. À la façon dont ils avaient fêté mon départ. À la clé que j'avais laissée sur le comptoir et au fait qu'aucun d'eux n'avait pris de mes nouvelles. Pas de problème, dis-je. Quand est-ce qu'on fait l'inspection? Rachel sourit. Je t'apprécie déjà. Tu commences lundi. Daniel Brox, notre promoteur principal, te fera la première inspection. Il te montrera ce qu'on recherche. J'acceptai le poste. Je passai le week-end à me préparer.
Je suis allé à la bibliothèque et j'ai lu les dernières mises à jour du code du bâtiment. J'ai révisé le droit immobilier. J'ai étudié les signes de travaux non autorisés. Je voulais être bonne dans ce travail. Pas seulement bonne. Excellente. Lundi matin, je rencontrai Daniel Brox au bureau. Il était grand, la cinquantaine peut-être, les cheveux grisonnants et les mains calleuses. Le genre d'homme qui avait travaillé dans le bâtiment avant de devenir promoteur. J'appréciais cela. Il ne se contentait pas de manipuler de la paperasse. Il connaissait les maisons. Rachel dit que vous avez l'œil, dit-il en me serrant la main. C'est vrai, répondis-je. Sans fausse modestie. Sans excuse. Juste de l'assurance. Il sourit. Parfait. Voyons voir. Nous nous sommes rendus à Hillcrest Drive dans son pick-up. Il a parlé du quartier tout le long du trajet. De la valeur des propriétés et du potentiel de développement. Des maisons prometteuses et de celles à démolir. Arrivé au 214, mon cœur battait la chamade. Mais je suis descendu du pick-up d'un pas assuré. Daniel portait une tablette et un dossier épais rempli de permis et de documents fonciers. Il était concentré sur son travail. La propriété semble bien entretenue de l'extérieur, dit-il en faisant le tour du jardin. Mais les archives du comté révèlent des problèmes. Un garage transformé sans permis. Ça va poser problème. Je connaissais cette transformation. J'y avais vécu 3 ans. Lucas l'avait faite lui-même pour économiser. Il avait bâclé le travail. Il avait fait appel à son ami Mike, qui s'y connaissait un peu en électricité. Je l'avais prévenu à l'époque qu'il lui fallait des permis. Que les inspections existaient pour une raison. Il avait ri. Il avait dit que tout allait bien. Que personne ne vérifiait ces choses-là. Que les permis, c'était juste la ville qui essayait de soutirer de l'argent aux gens. C'est grave, demandai-je à Daniel, en gardant un ton professionnel. Assez grave pour qu'on doive en tenir compte dans notre offre. Ça pourrait coûter 30 000 $ pour tout remettre en ordre. Peut-être plus si la ville s'en mêle et qu'il y a des contraventions. Il faut tout démolir, refaire la plomberie, mettre le tout aux normes. C'est un vrai chantier. Daniel frappa à la porte. Un instant, j'ai eu envie de m'enfuir. Pour remonter dans le camion et lui dire que j'avais fait une erreur. Que c'était trop compliqué. Mais la porte s'ouvrit. Jenna était là. Son ventre était plus rond maintenant. Enceinte de 7 mois. Elle portait une des robes de grossesse que je lui avais achetées. La bleue à fleurs blanches. Elle se figea en me voyant. « Margaret, » dit-elle. Comme si elle avait vu un fantôme. « Que fais-tu ici ?»« Je suis consultant pour Brookline Estate, » dis-je calmement. « Professionnellement. Voici Daniel Brox. Nous sommes là pour inspecter la propriété. » Lucas apparut derrière elle. Son visage devint livide. Blanc comme neige. « Tu ne peux pas être sérieuse, » dit-il. « Pouvons-nous entrer ?» demanda Daniel aimablement, professionnellement. « Nous avons un rendez-vous. » « Nous n'avons rien prévu, » dit Lucas. Sa voix montait. Paniqué. Daniel consulta sa tablette. Le rendez-vous a été pris avec le propriétaire dont le nom figure sur l'acte de propriété. D'après les registres du comté, il s'agit de Lucas Chen. C'est bien vous ? Lucas me regarda. Je lui rendis son regard. Je ne dis rien. Je gardai un visage neutre. Professionnel. C'était mon travail, maintenant. Ce n'était rien de personnel. C'était une affaire professionnelle. Jenna prit Lucas à part. Ils chuchotèrent avec urgence. J'entendais des bribes de leur conversation. Elle le fait exprès. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils peuvent débarquer comme ça. Je ne sais pas. Finalement, Lucas recula. Très bien, dit-il. Entrez. Daniel parcourut la maison avec une efficacité professionnelle. Il signala les petits problèmes. Une fissure dans les fondations. Un vieux câblage dans la cuisine qui aurait besoin d'être refait. Un joint de fenêtre défectueux. Des dégâts d'eau sous l'évier. Je le suivis, prenant des notes. Notant tout. Minutieuse. Puis nous arrivâmes au garage. La chambre de bébé était à moitié terminée. Des murs jaune soleil.
Un berceau dans un coin. Blanc, avec de petites fleurs sculptées dans le bois. Des vêtements de bébé empilés dans des cartons. Une table allongée. Un fauteuil à bascule. Tout était parfait. Tout cela, au-dessus de travaux d'électricité et de plomberie non autorisés. Daniel sortit un mètre ruban. Il prit des photos du tableau électrique installé par Lucas. De la salle de bain. Des murs. Il prit des notes sur sa tablette. Cette transformation n'était pas autorisée, dit-il d'un ton neutre. L'installation électrique n'est pas aux normes. La plomberie de cette salle de bain non plus. Vous voyez où les fils ont été raccordés. C'est dangereux. Risque d'incendie. La plomberie de la salle de bain n'est pas conforme non plus. La ventilation n'est pas correcte. La ville pourrait émettre un avis de contravention à tout moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Jenna. Sa voix tremblait. Sa main était de nouveau sur son ventre. Comme pour se protéger. Ça veut dire que vous devrez tout démolir et tout remettre dans son état d'origine, répondit Daniel. Sans méchanceté. Il ne faisait que constater les faits. Ou alors, il faudrait obtenir les permis nécessaires et tout mettre aux normes. Faire appel à des entrepreneurs agréés. Payer les inspections. Dans les deux cas, ça coûte cher. On parle d'au moins 20 à 30 000 $. Lucas se tourna vers moi. Son regard était accusateur, furieux. Tu étais au courant. Je t'avais prévenu il y a 3 ans, dis-je doucement. Tu m'avais dit que tout allait bien. Daniel ferma son dossier. Il se tourna vers Lucas et Jenna. Nous sommes intéressés par l'achat de la propriété, dit-il. Compte tenu des infractions au code du bâtiment et des travaux nécessaires, nous pouvons offrir 450 000 $. C'est la valeur marchande moins le coût estimé des réparations. La vente se ferait sans problème. Aucun souci pour la mise aux normes. On s'occupe de tout. La maison vaut au moins 500 000 $, dit Lucas. Sa voix était désespérée. Pas avec des travaux non autorisés, répondit Daniel. Sans agressivité. Juste la vérité. N'importe quel acheteur découvrira les infractions lors de l'inspection. Vous aurez la même conversation avec tout le monde. La seule différence, c'est que nous vous proposons de nous occuper de tout ça pour vous. Mais c'est votre choix. Nous vous laissons 2 semaines pour y réfléchir. Il tendit une carte de visite à Lucas et se dirigea vers la porte. Je le suivis. Mais arrivé à la porte, je me retournai. Lucas et Jenna se tenaient au milieu du salon que j'avais nettoyé 1000 fois. La pièce où j'avais plié leur linge, rangé leurs affaires et préparé leur dîner. Ils avaient l'air perdus. Effrayés. Minés. Tu l'as fait exprès, dit Lucas. Sa voix tremblait. Non, dis-je. J'ai accepté un travail. Un bon travail pour lequel je suis qualifié. Tu as fait des choix il y a 3 ans. De mauvais choix. Maintenant, tu en subis les conséquences. Ce n'est pas de la cruauté de ma part. C'est la vie. On va avoir un bébé, murmura Jenna. Des larmes coulaient sur ses joues. Je sais, dis-je. C'est pour ça que tu avais besoin de mon garage. Tu te souviens? Je suis sortie et je suis montée dans le pick-up de Daniel. Alors que nous nous éloignions, j'attendais que la culpabilité m'envahisse. Le regret. L'envie irrésistible de revenir en arrière et de tout réparer comme avant. Mais rien. Pour la première fois en 3 ans, je me sentais lucide. Aiguisée. Concentrée. J'avais un travail. J'avais un but. J'avais quelque chose à moi. Et Lucas et Jenna devaient faire un choix. On me demande souvent comment j'ai pu faire. Comment j'ai pu regarder mon fils souffrir sans rien faire. Comment j'ai pu utiliser mon travail pour leur mettre la pression. Comment j'ai pu être si froide? Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé avant. Ils ne savent pas les sacrifices que j'ai faits pour que Lucas arrive dans cette maison. Ils ne savent pas qui j'ai dû devenir pour survivre. Alors laissez-moi vous raconter qui j'étais. J'ai rencontré le père de Lucas à 23 ans. Richard était charmant. Ambitieux. Le genre d'homme capable de vendre de la glace aux Inuits, disait ma mère. Il m'a promis une vie pleine d'aventures. Il disait qu'on ferait le tour du monde. Il disait qu'il construirait quelque chose de grand et que je serais à ses côtés. On s'est mariés vite. Trop vite. Ma mère m'avait prévenu.
Elle disait que Richard avait le regard vagabond. Que les hommes comme lui ne se posaient pas. Mais j'étais jeune, amoureuse et naïve. Je croyais que l'amour triomphait de tout. Je suis tombée enceinte 6 mois plus tard. Au début, Richard était ravi. Il parlait d'apprendre à son fils à jouer au baseball. De sorties camping père-fils. De l'héritage qu'il laisserait. Mais quand Lucas est arrivé, quand il y a eu les couches, les biberons de minuit et les pleurs incessants, Richard a changé. Il a commencé à travailler tard. À rentrer à la maison avec une odeur qui n'était pas la mienne. À trouver des excuses. Il est parti quand Lucas avait 6 ans. Il est simplement parti. Il a fait sa valise un mardi matin, pendant que j'étais au travail et que Lucas était à l'école. Il a laissé un mot sur la table de la cuisine. Je n'en peux plus. La vie de famille n'est pas faite pour moi. J'ai besoin de me retrouver. Se retrouver. Comme s'il était un trousseau de clés perdu plutôt qu'un père et un mari. Il a déménagé en Arizona. 3 mois plus tard, il a demandé le divorce. Il n'a jamais versé de pension alimentaire. Il n'a jamais appelé pour l'anniversaire de Lucas. Il n'est jamais venu à un seul match de foot, une pièce de théâtre scolaire ou une remise de diplôme. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était il y a 8 ans. Un message Facebook. Salut, comment va le petit? Comme si Lucas était un animal de compagnie que nous avions eu ensemble. Je n'ai pas répondu. Après ça, il n'y avait plus que Lucas et moi. La journée, je travaillais comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. De 9h à 17h. Je répondais au téléphone. Je prenais les rendez-vous. Je souriais aux patients même quand j'avais envie de pleurer. Le soir, je faisais le ménage dans des bureaux en centre-ville. De 18h à minuit. Je passais l'aspirateur. Je vidais les poubelles. Je nettoyais les toilettes. Je rentrais à la maison avec une odeur de produits nettoyants industriels et d'autres espaces de travail. Le week-end, je faisais des retouches pour Madame Yamamoto, une couturière du centre-ville. Je faisais des ourlets de pantalons. Je reprenais des robes. Je cousais jusqu'à avoir mal aux doigts et les yeux qui piquaient. Mais Lucas n'a jamais manqué de rien. Il avait toujours des vêtements propres. Quand les autres enfants de l'école recevaient des baskets neuves, Lucas en recevait aussi. Même si cela signifiait que je portais des chaussures trouées. Quand il a voulu rejoindre l'équipe de foot, j'ai trouvé l'argent pour les crampons et les frais d'inscription. Quand il a eu besoin d'une calculatrice graphique pour les maths, j'ai fait des heures supplémentaires à la couture. Je n'ai jamais eu de petit ami. Je ne suis jamais sortie avec des amis. Chaque centime, chaque minute, chaque parcelle de mon énergie était consacrée à m'assurer que Lucas ne manquait de rien. Plus que ça. Je voulais qu'il ait ce que je n'avais jamais eu. Un parent présent. Qui se soucie de lui. Qui fait des sacrifices. J'allais à tous les matchs de foot, même quand j'étais si fatiguée que je tenais à peine debout. J'aidais pour tous les projets scolaires. Je me portais volontaire pour toutes les sorties scolaires. J'ai été maman déléguée de classe pendant 3 années consécutives. Les autres mères avaient des maris. De belles voitures. Des maisons étanches. Mais j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas. J'avais de la détermination. J'avais de l'amour. J'étais absolument certain que Lucas aurait une vie meilleure que la mienne. Quand Lucas était au collège, j'ai commencé à économiser pour ses études supérieures. 10 $ par semaine au début. Puis 20. Puis 50 quand j'ai trouvé plus de petits boulots de retouche. Je gardais cet argent sur un compte épargne que je ne touchais jamais. Ni quand la voiture est tombée en panne. Ni quand le loyer a augmenté. Ni quand le dentiste m'a dit que j'avais besoin d'un traitement de canal et que j'ai préféré me faire extraire la dent, parce que c'était moins cher. Cet argent était sacré. Cet argent, c'était l'avenir de Lucas. À la fin du lycée, j'avais économisé 14 000 $. Pas assez pour 4 ans d'études supérieures. Mais assez pour commencer. Lucas a été admis à l'université d'État. Il voulait étudier le commerce. Il disait vouloir construire quelque chose. Réussir sa vie. J'étais si fière que j'en ai pleuré. Là, dans la cuisine, quand il m'a montré sa lettre d'admission. Mon garçon. Mon Lucas. Il allait à l'université. Je lui ai donné les 14 000 $. Pour les frais de scolarité, ai-je dit. Il m'a serré dans ses bras.
Il m'a dit que j'étais la meilleure maman du monde. J'ai cumulé 3 emplois pendant ces études. Le poste de réceptionniste. Le travail de femme de ménage. Et j'ai commencé à travailler le week-end dans une épicerie, à remplir les rayons. Je lui envoyais de l'argent tous les mois. 200 $ pour la nourriture, les livres et tout ce dont il avait besoin. Quand il a appelé pour dire que sa voiture était en panne, je lui ai envoyé 500 $ de plus. Quand il a dit qu'il lui fallait un nouvel ordinateur portable pour les cours, je lui en ai envoyé 700. Je mangeais du riz et des haricots presque tous les soirs. Je faisais mes courses dans des friperies. Je me coupais les cheveux moi-même. Mais Lucas ne manquait de rien. Il a obtenu son diplôme en commerce. Il a trouvé un bon emploi dans une entreprise de logistique. Il a rencontré Jenna lors d'un after-work. Elle était adorable quand je l'ai rencontrée. Jolie. Elle riait facilement. Elle rendait Lucas heureux. C'était tout ce que je voulais. Qu'il soit heureux. Ils se sont mariés 1 an plus tard. Un mariage intime. 50 personnes. J'ai payé la moitié. 7500 $. L'argent que j'avais économisé pour une nouvelle voiture, car la mienne était en fin de vie. Mais je n'avais pas autant besoin d'une voiture que Lucas avait besoin d'une belle journée pour épouser la femme qu'il aimait. J'ai conduit ma vieille voiture pendant encore 2 ans. Lucas et Jenna ont d'abord loué un appartement. Mais ils voulaient acheter une maison. Commencer à se constituer un patrimoine. Jenna voulait un jardin. Lucas voulait un garage pour bricoler. Ils ont cherché pendant des mois, mais n'arrivaient pas à économiser assez pour un apport. Même en travaillant tous les deux, même en vivant très prudemment, ils n'y arrivaient pas. Lucas est venu me voir avec des tableurs. Avec des simulateurs de prêts immobiliers. Avec des annonces de maisons parfaites, mais inaccessibles. Il nous faut juste 20 000 $, maman, a-t-il dit. Ses yeux brillaient d'espoir. C'est un excellent investissement. La maison prendra de la valeur. On te remboursera avec les intérêts. Je te le promets. J'avais 23 000 $ sur mon compte retraite. De l'argent que j'économisais depuis que Lucas avait commencé ses études. De l'argent qui était censé être pour moi un jour. Pour le jour où je ne pourrais plus travailler. Pour le jour où mon corps me lâcherait enfin après toutes ces années à faire le ménage dans des bureaux et à remplir des rayons. Le lendemain, je suis allé à la banque. J'ai retiré 20 000 $. Je les ai donnés à Lucas par chèque. Tu n'as pas à me rembourser, lui ai-je dit. Sois juste heureux. Construis-toi une belle vie. Il m'a serré dans ses bras. Il m'a promis qu'il me rendrait fier. Ils ont acheté la maison. Je les ai aidés à emménager. J'ai peint les murs. J'ai accroché les rideaux. J'ai planté des fleurs dans le jardin dont Jenna rêvait. J'étais heureuse pour eux. Vraiment heureuse. Puis Lucas a perdu son emploi. L'entreprise réduisait ses effectifs. Dernier embauché, premier licencié. Il est resté au chômage pendant 7 mois. Jenna travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire. Son salaire ne suffisait pas à payer le crédit immobilier et les factures. Lucas m'a appelé en pleurs. Je ne sais pas quoi faire, maman. On va perdre la maison. On va tout perdre. J'avais le cœur brisé en l'entendant pleurer. Mon fils, si fort et si capable, plongé dans la panique. De combien as-tu besoin ? Lui ai-je demandé. Si tu pouvais m'aider à payer la moitié du crédit immobilier pendant quelques mois. Juste le temps que je trouve mieux. 6 mois, peut-être. 1 an maximum. J'ai commencé à payer 1500 $ par mois. Tous les mois. Le loyer et les charges de mon appartement s'élevaient à 800 $. Ce qui ne me laissait presque rien après avoir payé toutes mes autres factures. J'ai arrêté de sortir. J'ai arrêté d'acheter quoi que ce soit qui ne soit absolument nécessaire. Je mangeais du riz, des haricots et tout ce qui était en promotion. 6 mois sont devenus 1 an. 1 an est devenu 2. Lucas a fini par trouver un autre travail, mais il était moins bien payé. Ils avaient toujours besoin d'aide pour le crédit immobilier. Juste quelques mois de plus, maman, disait-il. Juste le temps que Jenna soit promue. Juste le temps que j'aie mon augmentation. 2 ans sont devenus 3. Je n'avais plus les moyens de payer mon appartement. Le propriétaire a augmenté le loyer. J'ai eu du mal à payer.
C'est alors que Lucas m'a suggéré d'emménager dans le garage qu'ils avaient aménagé. C'est logique, maman, a-t-il dit. Tu es toujours là de toute façon. Tu pourrais faire des économies sur le loyer. On pourrait aussi économiser sur la garde d'enfants quand on en aura, puisque tu serais juste à côté. C'est parfait. Il le disait comme s'il me rendait service. J'ai emménagé dans le garage. J'ai quitté mon appartement. J'ai renoncé à mon indépendance. J'ai abandonné le dernier espace qui m'appartenait. Je me disais que c'était temporaire. Que j'aidais. Que la famille prenait soin les uns des autres. Jenna appréciait ma présence. Elle rentrait fatiguée du travail et trouvait le dîner prêt. Le linge plié. Les salles de bain propres. Elle a commencé à me demander de faire des courses. Aller chercher ses médicaments. Attendre le technicien du câble. Déposer son linge au pressing. Au début, ça ne me dérangeait pas. J'aidais. C'est ce que font les mères. Mais petit à petit, j'ai cessé d'être la mère de Lucas et je suis devenue leur femme de ménage. Leur cuisinière. Leur coursière. Lucas a commencé à travailler tard. À rentrer après le dîner. À manger devant la télé. À aller directement au lit. On ne se parlait presque plus, sauf quand il avait besoin de quelque chose. Maman, tu peux aller chercher mon costume au pressing. Maman, tu peux laisser entrer le plombier demain. Maman, Jenna a besoin d'être conduite chez le médecin. Je suis devenue utile plutôt qu'aimée. Mais je me disais que ce n'était pas grave. Il était stressé. Il construisait sa carrière. Il voulait être un bon mari. Une fois les choses apaisées, on se retrouverait. Puis Jenna est tombée enceinte. Ils étaient si heureux. Si excités. Ils parlaient de prénoms, de couleurs de peinture et du genre de parents qu'ils seraient. Je leur ai dit que je les aiderais avec le bébé. Que je le garderais quand ils auraient besoin de moi. Que je leur apprendrais tout ce que j'avais appris en élevant Lucas seul. Tu vas être une grand-mère formidable, m'a dit Jenna en me serrant dans ses bras. J'ai commencé à acheter des affaires pour bébé. Des petits vêtements, des couvertures, des jouets. Un mobile avec des étoiles et des lunes. Des livres cartonnés que je me souvenais avoir lus à Lucas. J'imaginais tenir mon petit enfant dans mes bras. Lui apprendre à marcher. Lui lire des histoires avant de dormir. Faire partie de ce nouveau chapitre. Puis Jenna m'a fait asseoir avec ce regard sur le visage. Et elle m'a dit qu'ils avaient besoin du garage. De tout ce que j'avais fait. Chaque sacrifice. Chaque centime. Chaque heure. J'avais tout abandonné. Et ils avaient besoin de mon espace. J'ai fait mes valises et j'ai déménagé dans l'appartement au-dessus de la boulangerie. Celui avec 3 étages à monter, qui me faisait mal aux genoux. Celui où j'entendais les fours à pain tourner toute la nuit. Pendant 3 semaines, j'ai pleuré tous les soirs. Je regardais les vêtements de bébé que j'avais achetés et je me demandais si je verrais un jour mon petit enfant. Je fixais mon téléphone, attendant que Lucas m'appelle et me dise qu'il avait fait une erreur. Il n'a jamais appelé. Jenna a publié des photos sur les réseaux sociaux. La chambre du bébé prenait forme, c'était magnifique. Des murs jaunes avec des nuages blancs peints à la main. Un joli berceau blanc. Tout était parfait. Mon garage n'avait jamais été aussi beau depuis que j'habitais là. C'est à ce moment-là que Rachel a appelé pour le poste de consultante. C'est à ce moment-là que j'ai vu l'adresse. C'est à ce moment-là que j'ai dû faire un choix. Je pouvais tout laisser tomber. Trouver un autre travail. Laisser Lucas et Jenna vivre leur vie. Ou je pouvais accepter le poste. Faire mon travail. Être professionnel. Et advienne que pourra. J'ai accepté ce travail. Non pas par vengeance. Non pas pour les faire souffrir. Mais parce que, pour une fois, je voulais penser à moi. Je voulais ce travail. Je voulais cet argent. Je voulais donner un sens à ma vie. Et si cela impliquait d'affronter leurs choix, leurs raccourcis, leurs avertissements ignorés? C'était leur problème. Pas le mien. Lucas m'a appelé 4 jours après l'inspection. J'étais à la boulangerie en bas de chez moi, en train de boire un café et de lire le journal. Monsieur Kowalski faisait le meilleur café. Fort, noir et amer. Le genre de café qui vous réveille et vous oblige à être attentif. Son nom s'est affiché sur mon téléphone. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre.
Je n'étais plus pressée de le rejoindre. Maman. Sa voix était tendue. Effrayée. Comme lorsqu'il était petit et qu'il faisait un cauchemar. Il faut qu'on parle. Je t'écoute, ai-je dit. J'ai pris une autre gorgée de café. J'ai regardé les gens passer devant la fenêtre. La mairie nous a envoyé une lettre. Quelqu'un a signalé la transformation du garage. Ils envoient un inspecteur la semaine prochaine. Si nous n'avons pas les permis, ils vont nous verbaliser. On pourrait avoir une amende de 15 000 $. Peut-être plus. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était encore chaud. Parfait. C'est grave, ai-je dit. Tu nous as dénoncés ? A demandé Lucas. Il y avait de l'accusation dans sa voix. De la colère. Non. Mais j'imagine que quelqu'un de la société de promotion immobilière l'a signalé à la ville lors de leur évaluation. C'est la procédure standard lorsqu'un bien est évalué. Ils sont tenus de déclarer les infractions au code du bâtiment. Il faut que tu nous aides à régler ça, dit Lucas. Sa voix montait, paniquée. Tu connais du monde. Tu as travaillé dans l'immobilier. Tu peux parler à quelqu'un à la mairie. Explique-leur que c'était une erreur. Qu'on ne savait pas qu'il nous fallait des permis. Ce n'était pas une erreur, Lucas. Tu as choisi de ne pas demander de permis. Je te l'avais dit il y a 3 ans. Tu avais dit que ce n'était pas grave. Tu avais dit que personne ne vérifiait ces choses-là. On n'avait pas les moyens à l'époque, cria-t-il. Et maintenant, ça va te coûter 3 fois plus cher, dis-je calmement. C'est le prix à payer quand on fait des économies de bout de chandelle. On finit toujours par payer. D'une manière ou d'une autre. Silence à l'autre bout du fil. Je l'entendais respirer. Fortement. Rapidement. La façon dont il respirait avant de pleurer, enfant. Puis la voix de Jenna en arrière-plan. Laisse-moi lui parler. Passe-moi le téléphone. Le téléphone crépita. Jenna prit l'appel. Margaret, s'il te plaît. Sa voix tremblait. Elle se brisait. On attend un bébé dans 2 mois. On ne peut pas se permettre de faire les réparations maintenant. Rien que les permis coûtent des milliers. Il faut ensuite embaucher des entrepreneurs agréés. Payer les inspections. Ça pourrait coûter 20 000 $, voire plus. On n'a pas cette somme. Je repensais aux 20 000 $ que je leur avais donnés d'acompte. Aux 1 500 $ par mois que j'avais payés pendant 3 ans. 54 000 $ au total. De l'argent que je n'avais jamais revu. De l'argent dont je n'avais même jamais parlé. Tu peux nous aider ? Continua Jenna. Peut-être nous prêter de l'argent ? S'il te plaît ? On te remboursera cette fois. Promis. On te le fera par écrit. Comme tu veux. Non, dis-je. Je ne peux rien faire pour vous cette fois. Pourquoi nous faites-vous ça ? Jenna se mit à pleurer. À pleurer à chaudes larmes. Elle sanglotait. On ne voulait pas vous faire de mal. On avait juste besoin de place pour le bébé. Vous ne comprenez pas ? On n'essayait pas d'être cruel. On avait juste besoin de faire de la place. Je comprends, dis-je. Je comprends que vous aviez besoin de quelque chose et que vous l'avez pris. Sans penser à ce que ça m'a coûté. Sans vous soucier de savoir où j'allais aller ou comment je me débrouillerais. Vous en aviez besoin, alors vous avez pris. C'est votre habitude. Tous les deux. Ce n'est pas juste, sanglota Jenna. Juste. Vous voulez parler de justice ? Je vous ai tout donné. J'ai payé cette maison. J'ai payé votre crédit immobilier pendant 3 ans. J'ai fait le ménage, la cuisine et toutes les courses comme si j'étais votre employé. Et quand vous n'avez plus eu besoin de moi, vous m'avez jeté à la porte. Vous ne m'avez même pas aidé à faire mes cartons. Vous avez pris les mesures de la maison pour choisir les couleurs de peinture pendant que je portais les cartons. On ne savait pas quoi faire, murmura Jenna. Tu aurais pu me demander si j'allais bien. Tu aurais pu m'aider à trouver un logement. Tu aurais pu me proposer ton aide pour déménager. Tu aurais pu faire autre chose que de fêter mon départ. Silence. Maintenant, tu as encore besoin de quelque chose, poursuivis-je. Et tu veux que je te le donne. Mais j'en ai fini de donner, Jenna. Je n'ai plus rien à donner. Tu as tout pris. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Sa voix était faible maintenant.
Abattu. Débrouillez-vous. Vous êtes adulte. Vous allez être parents. Faites des choix difficiles. Vendez la maison. Déménagez dans un endroit où vous pouvez vous le permettre. Recommencez à zéro sans dette. Tu veux qu'on perde notre maison. Je veux que tu te rendes à l'évidence. Cette maison t'étouffe. Le prêt immobilier est trop élevé. Les réparations s'accumulent. Les infractions au code du bâtiment vont te coûter cher, que tu les répares ou non. Vends à la société de Daniel. Prends l'argent. Trouve quelque chose de plus petit. Quelque chose que tu puisses te permettre sans mon aide. Tu es cruel, dit Jenna. Non. Je suis honnête. Pour la première fois en 3 ans, je ne vais pas régler tes problèmes. Vous êtes adulte. Débrouillez-vous. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Pas de colère. D'autre chose. Un mélange de liberté et de terreur. Monsieur Kowalski est arrivé avec la cafetière. Il a rempli ma tasse sans me demander mon avis. Ça va? A-t-il demandé. C'était un homme bon. D'une autre époque. Le genre d'homme qui se mêle de ses affaires, mais qui sait aussi rester attentif. Ça ira, ai-je répondu. Il a hoché la tête et s'est éloigné. Je suis restée assise là encore 1 heure. À observer les gens. À boire mon café. À essayer de faire taire cette petite voix dans ma tête qui me disait que j'étais une mère horrible. Que je devais les aider. Que la famille s'entraidait quoi qu'il arrive. Mais une autre voix se faisait plus forte. Celle qui disait que j'en avais assez fait. Que j'en avais assez donné. Que parfois, aimer, c'était laisser les gens assumer les conséquences de leurs actes. Je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de me distraire avec le travail. J'avais encore 3 propriétés à inspecter cette semaine-là. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je repensais sans cesse à la voix paniquée de Lucas. Aux pleurs de Jenna. Au bébé qui naîtrait dans ce chaos. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai fait les 100 pas dans mon petit appartement. J'ai préparé du thé. J'ai regardé par la fenêtre la rue déserte en contrebas. À 2 heures du matin, mon téléphone a sonné. Lucas. Maman, je suis désolée. Il pleurait. Il pleurait vraiment. Je suis désolée pour tout. De t'avoir demandé de partir. De t'avoir pris ton argent et de ne jamais t'avoir remboursé. De t'avoir traité comme si tu ne comptais pas. Je suis désolée. J'ai fermé les yeux. C'était ce que je voulais. Des excuses. Une reconnaissance. Quelque chose qui me dise que je comptais. Mais maintenant que je l'avais, ce n'était pas suffisant. Je sais que tu es désolé, Lucas. Alors s'il te plaît, aide-nous. Je t'en supplie. Je ne sais plus quoi faire. Vends la maison. Je ne peux pas. Jenna adore cette maison. Elle a choisi chaque détail. Elle a préparé la chambre du bébé pendant des mois. Je ne peux pas lui enlever ça. De toute façon, tu vas tout perdre quand la ville te mettra une amende, que l'assurance te lâchera et que les réparations s'accumuleront. Tu préfères le perdre maintenant, à ta façon, ou plus tard, sans rien avoir à montrer. À toi de choisir. Il doit y avoir une autre solution. Il n'y en a pas. Tu as pris des raccourcis. Tu as parié que personne ne vérifierait. Tu as perdu. Maintenant, tu paies. Tu ne vas vraiment pas nous aider. Non. Il resta silencieux un long moment. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil. Il essayait de se reprendre. Je ne te pardonnerai jamais ça, finit-il par dire. Ces mots m'ont blessé plus que je ne l'aurais cru. Mais je n'ai rien laissé paraître dans ma voix. C'est ton droit, dis-je. Mais tu t'en sortiras. Tu trouveras une solution. Et peut-être que tu en tireras une leçon. J'ai raccroché. Je suis resté assis dans le noir pendant un long moment. Je me demandais si je venais de détruire à jamais ma relation avec mon fils. Je me demandais s'il y avait un moyen de revenir en arrière. Je me demandais si j'étais en train de commettre la plus grosse erreur de ma vie. Mais je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas proposé mon aide. Je n'ai pas craqué. Parce qu'au fond de moi, je savais que c'était nécessaire. Pour lui. Pour moi. Pour nous deux. Les travaux sur Hillcrest Drive ont commencé 2 semaines plus tard. La société de Daniel avait acheté 3 autres propriétés dans la rue.
Ils ont installé de grandes pancartes. Prochainement, maison de luxe à Brookline. Les équipes des services publics ont défoncé la route. Ils remplaçaient les vieilles conduites d'eau et modernisaient le réseau électrique. Les travaux étaient bruyants, perturbants. Ils utilisaient des marteaux-piqueurs pour démolir le béton. Ils creusaient des tranchées de près de 2 mètres de profondeur. Les résidents n'ont pas pu se garer chez eux pendant des semaines. Il m'arrivait de passer en voiture après le travail. Je regardais les équipes creuser. Je voyais la voiture de Lucas et Jenna garée dans la rue, recouverte de poussière de chantier. Tout le quartier était en plein chaos. Les gens se plaignaient aux réunions du conseil municipal. Ils publiaient des messages de colère sur les groupes Facebook du quartier. Mais les travaux étaient légaux, autorisés, nécessaires. Et, par comparaison, tout paraissait pire dans cette rue. Les gens remarquaient les maisons qui avaient besoin de travaux, les allées fissurées, les fondations qui s'affaissaient. Les infractions au code du bâtiment étaient flagrantes. Puis, la lettre de l'assurance est arrivée. Jenna m'a appelé au travail. Hystérique. Elle avait du mal à parler à cause des larmes. Notre assurance habitation nous a envoyé un avis, sanglotait-elle. Il ne nous couvre plus à cause de la transformation illégale du garage. Il nous résilie dans 30 jours. On doit prendre une nouvelle assurance et ça va coûter $320 de plus par mois. On ne peut pas se le permettre, Margaret. On ne peut pas se permettre $300 de plus. On a déjà du retard sur la facture d'eau. Lucas a dû payer les courses avec sa carte de crédit la semaine dernière. J'étais en visite pour une inspection immobilière quand elle a appelé. Debout dans le garage de quelqu'un d'autre, à observer les problèmes de quelqu'un d'autre. Daniel était avec moi, prenant des notes sur sa tablette. Alors vends la maison, dis-je doucement en me détournant pour que Daniel ne m'entende pas. À qui? Ce promoteur nous en offre 50 000 de moins que ce qu'on a payé. On va perdre de l'argent. On n'aura plus rien. Tu auras de quoi prendre un nouveau départ. Un logement plus petit. Un appartement à ta portée. L'offre de Daniel comprend une prime de déménagement. $5 000 pour couvrir les frais de déménagement et la caution. C'est déjà ça. $5 000? Margaret, on attend un bébé dans 6 semaines. Il nous faut un chez nous. Un vrai chez nous. Pas un minuscule appartement. Ce dont tu as besoin et ce que tu peux te permettre, ce n'est pas la même chose. Tu vis au-dessus de tes moyens depuis que tu as acheté cette maison. Tu le sais. Je le sais. Si tu as tenu le coup jusqu'ici, c'est uniquement parce que je payais la moitié de ton crédit immobilier. Alors, c'est une punition? Tu nous punis parce qu'on te demande de partir? Non. C'est la réalité. Tu as fait des choix. De mauvais choix. Maintenant, tu en subis les conséquences. Ce n'est pas de ma faute, Jenna. Je ne peux juste pas t'en épargner les conséquences. S'il te plaît, murmura-t-elle. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai peur. J'ai tellement peur. Mon cœur se serra. Elle était jeune. Enceinte. J'avais peur. Une partie de moi voulait foncer et tout arranger. Faire un chèque. Faire disparaître tout ça. Mais je ne l'ai pas fait. Je sais que tu as peur, lui ai-je dit. Mais tu vas t'en sortir. Tu es plus forte que tu ne le crois. Je ne suis pas forte, a-t-elle sangloté. Je ne suis pas comme toi. Je n'y arriverai pas. Si, tu peux. Il faut juste que tu essaies. Elle a raccroché. Je suis restée là 1 minute, les yeux rivés sur mon téléphone. Je me sentais comme la pire personne au monde. Daniel est arrivé. Tout va bien. Des problèmes de famille, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Sans insister. J'ai apprécié. Ce soir-là, Frank a appelé. Le père de Jenna. Je l'avais rencontré quelques fois pendant les fêtes. Un homme gentil. Militaire à la retraite. Franc. Pragmatique. Margaret, j'ai entendu ce qui se passe, a-t-il dit. Linda et moi voulons aider Lucas et Jenna. On envisage de se porter caution pour un prêt afin qu'ils puissent payer les réparations et couvrir l'augmentation de l'assurance. Mais je voulais d'abord t'en parler. Avoir ton avis sur la situation. Je me suis assis dans mon fauteuil près de la fenêtre.
J'ai regardé le soleil se coucher sur les immeubles de l'autre côté de la rue. Ne fais pas ça, ai-je dit. Pardon. Ne te porte pas caution pour ce prêt, Frank. Ils n'ont pas les moyens de te rembourser. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter cette maison au départ. Ils sont endettés jusqu'au cou depuis qu'ils l'ont achetée. Si tu te portes caution, tu finiras par payer la facture. Et ils t'en voudront. Silence à l'autre bout du fil. Tu crois que c'est si grave? A demandé Frank. Je sais. Lucas a perdu son emploi il y a 2 ans. Ils ne s'en sont jamais remis. J'ai payé la moitié de leur crédit immobilier pendant 3 ans pour qu'ils puissent garder la maison. 1500 dollars par mois. Ils ne vous l'ont jamais dit, n'est-ce pas? Non, répondit Frank lentement. Ils ne me l'ont jamais dit. Ils ne savent pas vivre selon leurs moyens. À chaque problème, ils cherchent quelqu'un d'autre pour le résoudre. D'abord, c'était moi. Maintenant, c'est vous. Mais le problème n'est ni la malchance ni des dépenses imprévues. Le problème, c'est la maison. Elle est trop grande pour eux. Elle l'a toujours été. Alors, que devraient-ils faire? Vendre. Accepter l'offre de Daniel. Déménager dans un logement plus petit. Plus abordable. Repartir à zéro sans toutes ses dettes. Le bébé a besoin de parents qui ne paniquent pas chaque mois pour de l'argent. Qui ne risquent pas de tout perdre au moindre imprévu. Frank resta longtemps silencieux. Je l'entendais respirer. Réfléchir. Linda veut les aider à garder la maison, finit-il par dire. Elle dit qu'ils ont besoin de stabilité pour le bébé. Que déménager pendant la grossesse de Jenna est trop stressant. Qu'est-ce qui est le plus stressant? Déménager maintenant, tant qu'ils ont le choix? Ou perdre la maison dans 6 mois, quand les infractions au code du bâtiment s'accumuleront et qu'ils ne pourront plus payer? Parce que c'est là que ça va nous mener, Frank. L'inspecteur des services municipaux arrive. Ils trouveront toutes les infractions. Ils infligeront des amendes. Ils exigeront des travaux de mise en conformité. Lucas et Jenna n'ont pas les moyens de payer tout ça. Un autre long silence. Tu as changé, Margaret, dit Frank. Sans accusation. Juste un constat. Non. J'ai juste arrêté de faire semblant de pouvoir sauver tout le monde. J'ai essayé. Pendant des années. Ça n'a pas aidé Lucas. Ça lui a juste appris que quelqu'un viendrait toujours le secourir. Maintenant, il doit apprendre à se débrouiller seul. C'est dur. C'est la vie. Personne ne m'a secouru quand son père est parti. Personne n'a payé mes factures quand je n'arrivais pas à payer mon loyer. Personne n'a réglé mes problèmes. Je me suis débrouillé tout seul, parce que je n'avais pas le choix. Lucas doit se débrouiller aussi. Frank soupira profondément. Je vais réfléchir à ce que tu as dit. Parle à Linda. On prendra une décision. Quoi que tu décides, assure-toi de pouvoir te le permettre, dis-je. Parce que si tu les aides, tu les aideras longtemps. Ce ne sera pas la dernière crise. Ce ne sera pas la dernière fois qu'ils auront besoin d'argent. Sois prêt à ça. Il me remercia et raccrocha. Assise dans la pénombre, je me demandais si je venais de me mettre à dos toute la famille de Jenna. Si je faisais plus de mal que de bien. Mais je savais aussi que je disais la vérité. Et il fallait que quelqu'un la dise. Le lendemain, Daniel et moi avons continué les inspections. Nous avons visité 2 autres propriétés à Hillcrest. Les 2 maisons avaient des problèmes. Les 2 nécessiteraient d'importants travaux. En passant devant le 214, j'ai aperçu Lucas dehors. Il parlait à un homme avec un bloc-notes. Sans doute un entrepreneur, qui demandait des devis pour les réparations. Il avait l'air fatigué. Abattu. Plus vieux que ses 29 ans. Une partie de moi voulait s'arrêter. L'aider. Lui faciliter la tâche. Mais j'ai continué à rouler. C'est le fils, n'est-ce pas? Demanda Daniel. Celui de l'autre jour. Oui. Situation délicate, dit-il. Mais ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Les gens rognent sur les rénovations. Ils pensent faire des économies. Et puis, ça leur coûte le double pour réparer. Tu crois qu'ils vont vendre? Demandai-je. Daniel haussa les épaules. Difficile à dire. Certains s'accrochent jusqu'au dernier moment. Ils se laissent happer par l'orgueil ou l'entêtement.
D'autres comprennent et limitent leur perte. On le saura bien assez tôt. Il avait raison. On le saurait bien assez tôt. Cette nuit-là, mon téléphone sonna de nouveau. Mais ce n'était ni Lucas ni Jenna. C'était l'inspecteur Ryan. Madame Chen, ici l'inspecteur Ryan de la police municipale. J'ai besoin de vous poser quelques questions concernant une plainte que nous avons reçue. Pourriez-vous venir au commissariat demain matin? Mon cœur rata un battement. De quel genre de plainte s'agit-il? Votre fils a porté plainte. Il prétend que vous abusez de votre position dans une société immobilière pour le forcer à vendre sa maison. Il dit que vous le harcelez, lui et sa femme enceinte, et que vous vous vengez d'eux parce qu'ils vous ont demandé de partir. Je fermai les yeux. Bien sûr que Lucas ferait ça. Je viendrai demain, dis-je. À quelle heure? 9 heures. Demandez à me voir à l'accueil. Je ne fermai pas l'œil de la nuit. Je fis les 100 pas dans mon appartement. Je me préparai un thé que je ne bus pas. Je regardai les heures s'éterniser. Le lendemain matin, à 8h30, je m'habillai avec soin. Professionnel. Respectable. J'avais apporté des copies de mon contrat de travail avec Brookline Estate, ainsi que des copies des rapports d'inspection de la propriété. Tout était documenté, en règle. Le détective Ryan était plus jeune que je ne l'imaginais. Une quarantaine d'années peut-être. Il avait un regard bienveillant, mais une attitude sérieuse. Il m'a conduit dans une petite salle d'interrogatoire et a tout enregistré. Parlez-moi de votre relation avec Brookline Estate, a-t-il dit. Comment avez-vous été embauché? Je lui ai tout dit. Mon poste de consultant. Mon expérience en gestion immobilière. Le fait que j'avais été embauché avant même de savoir qu'ils évaluaient la propriété de Lucas. Avez-vous demandé à inspecter la maison de votre fils? Demanda-t-il. Non. On me l'a attribué. En voyant l'adresse, j'aurais pu demander une autre propriété. Mais je n'y voyais aucun conflit d'intérêt. Je faisais mon travail. Je rapportais les faits. Avez-vous déposé une plainte auprès de la mairie concernant le garage non autorisé? Non. J'imagine que quelqu'un de la société de promotion immobilière l'a fait lors de son audit préalable. C'est la procédure standard pour l'évaluation d'un bien immobilier en vue d'un achat. Avez-vous encouragé votre fils à vendre sa maison? Je lui ai dit que c'était une possibilité. Compte tenu des infractions au code du bâtiment et du coût des réparations, c'était financièrement judicieux. Mais je ne lui ai pas mis la pression. J'ai exposé les faits et je l'ai laissé prendre sa décision. Lui avez-vous fait des menaces, à lui ou à sa femme? Non. Jamais. L'inspecteur Ryan se laissa aller dans son fauteuil. Il m'a dévisagé. Votre fils dit que vous êtes en colère parce qu'ils vous ont demandé de quitter leur maison. Que vous utilisez votre travail pour vous venger. Est-ce vrai? J'ai pris une inspiration. J'ai pesé mes mots. Je ne vais pas mentir et dire que ça ne m'a pas blessé quand ils m'ont demandé de partir, ai-je dit. Ça m'a profondément blessé. Je les avais aidés à acheter cette maison. J'avais payé leur crédit immobilier pendant 3 ans. J'avais vécu dans leur garage parce qu'ils avaient besoin de mon aide financière. Et quand ils n'ont plus eu besoin de moi, ils m'ont demandé de partir. Oui, ça m'a fait mal. Mais je n'utilise pas mon travail pour me venger. Je fais mon travail. Professionnellement. Objectivement. Les infractions au code du bâtiment existent, que je les signale ou non. La maison a de graves problèmes, que je les remarque ou non. Je n'ai pas créé ces problèmes. J'ai juste arrêté de les réparer. L'inspecteur Ryan a pris des notes. Il a hoché lentement la tête. Officieusement, a-t-il demandé. Cela ressemble à un différend familial, pas à une affaire criminelle. Votre fils est bouleversé. Effrayé. Il cherche un coupable. Mais d'après ce que je vois, vous n'avez rien fait d'illégal. Vous n'avez menacé personne. Vous n'avez pas abusé de votre position. Vous avez fait votre travail. Et maintenant? Je vais rédiger mon rapport. Je vais classer l'affaire. Mais Madame Chen, je vous recommande de vous asseoir avec votre fils et de discuter. Vraiment discuter. Ce genre de ressentiment ne présage rien de bon si on le laisse s'envenimer.
Merci, ai-je dit. J'ai quitté le commissariat épuisé. À bout de force. Mais aussi étrangement soulagé. Lucas avait essayé de me faire passer pour la méchante. Il avait essayé d'utiliser la loi pour me forcer à les aider. Et ça n'avait pas marché. Pour la première fois, il y avait des conséquences. De vraies conséquences. Que je n'étais pas intervenu pour réparer. Cet après-midi-là, Daniel m'a appelé. Je voulais juste te prévenir, a-t-il dit. Les chaînes ont contacté notre bureau ce matin. Ils acceptent l'offre. Ils vendent. Je me suis assise lentement. Un mélange de soulagement et de tristesse m'a envahi. Quand est-ce que la vente est conclue? Dans 3 semaines. On accélère tout. Ils ont besoin de l'argent avant l'arrivée du bébé. D'accord, ai-je dit. Merci de me l'avoir dit. J'ai raccroché et je suis restée assise là un long moment. C'était fait. Ils vendaient. Ils passaient à autre chose. Et j'étais restée ferme. Je n'avais pas cédé. Je ne les avais pas sauvés. Pour la première fois de la vie de Lucas, je l'avais laissé affronter les conséquences de ses choix. Ça faisait mal. Mais c'était aussi la bonne chose à faire. Comme si quelque chose avait changé. Comme si une porte s'était fermée et qu'une autre s'ouvrait. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Ni pour eux, ni pour moi. Mais je savais une chose, j'en avais fini de me rabaisser. Fini de tout sacrifier. Fini de leur faire croire que quelqu'un réparerait toujours leurs erreurs. Ils étaient désormais livrés à eux-mêmes. Et moi aussi. 2 jours après que Lucas et Jenna eurent accepté l'offre, Lucas m'appela. Sa voix était différente. Calme. Abattu. La colère avait disparu, remplacée par une sorte d'épuisement. On vend la maison, dit-il. Je sais, répondis-je. Daniel me l'a dit. Silence. J'entendais sa respiration à l'autre bout du fil. Les parents de Jenna nous ont trouvé un appartement, poursuivit-il. Au bord de la rivière. Il est petit. 2 chambres. Mais le loyer est de 1500 $ par mois. On peut se le permettre. Sans aide. C'est bien, Lucas. Nouveau silence. Plus lourd cette fois. J'ai signé les papiers ce matin, dit-il. Sa voix trembla légèrement. La signature est dans 3 semaines. La société de Daniel nous accorde la prime de déménagement comme tu me l'avais dit. 5000 $. C'est suffisant pour couvrir les frais de déménagement, le premier et le dernier mois de loyer, et la caution. Je suis contente qu'il t'aide, dis-je. Maman, je... Il s'arrêta. Puis reprit. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Si, je dois le dire. Il prit une grande inspiration. J'entendis sa poitrine trembler à l'expiration. Je suis désolé. De t'avoir demandé de partir. De t'avoir pris ton argent pendant toutes ces années sans jamais te rembourser. De t'avoir traité comme si tu n'étais là que pour résoudre nos problèmes. De t'avoir blâmé quand tout a mal tourné. Tu avais raison sur toute la ligne. Les permis. La maison était trop chère. Tout. Je sentis des larmes couler sur mes joues. Chaudes et soudaines. Je ne m'y attendais pas. Je sais que tu es désolé, dis-je doucement. Peux-tu me pardonner? Je réfléchis à cette question. J'y réfléchis vraiment. À ce que signifiait pardonner. À savoir si les excuses suffisaient quand quelqu'un vous avait tout pris. À savoir si l'on pouvait pardonner tout en se protégeant. Je te pardonne, dis-je finalement. Mais les choses ne peuvent plus être comme avant, Lucas. Je ne peux plus être celle qui arrange tout pour toi. Je ne peux plus être ton filet de sécurité. Ta banque. Ton plan B. Je comprends. Quand le bébé arrivera, je veux faire partie de sa vie, ai-je poursuivi. Mais en tant que grand-mère. Pas comme celle qui paie tes factures ou résout tes problèmes. Juste une grand-mère. Rien de plus. Rien de moins. D'accord, murmura Lucas. D'accord. C'est juste. Et Lucas? Oui. Tout ira bien. Toi et Jenna. Cet appartement. Ce nouveau départ. C'est exactement ce dont tu as besoin. Tu apprendras à vivre selon tes moyens. Tu trouveras comment être parent sans te noyer dans les dettes. Ça va te faire du bien.
Crois-moi. Il resta silencieux un instant. Puis, tu viendras voir l'appartement? Une fois qu'on aura emménagé? Bien sûr. Nous avons discuté encore quelques minutes. Du bébé. De ce dont ils avaient encore besoin. De l'état d'esprit de Jenna. C'était notre première vraie conversation depuis des mois. Peut-être des années. Sans urgence. Sans demande d'argent. Juste une discussion. Quand nous avons raccroché, je me suis sentie plus légère. Comme si j'avais porté un poids si lourd que j'en avais oublié l'existence, et que maintenant, il avait enfin disparu. Les 3 semaines suivantes ont passé vite. J'ai continué à travailler avec Daniel, à inspecter des propriétés. J'en apprenais davantage sur le développement et la rénovation. Je m'améliorais dans mon travail. J'aimais ce travail. J'aimais avoir un but qui m'était propre. J'aimais gagner mon propre argent et savoir que je pouvais subvenir à mes besoins. Monsieur Kowalski, mon propriétaire, a commencé à déposer du pain frais devant ma porte tous les matins. Encore chaud du four. Il n'en disait jamais rien. Il le laissait là, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Un matin, je l'ai croisé dans la cage d'escalier. Merci pour le pain, ai-je dit. Tu n'es pas obligé. Il haussa les épaules. J'en fais trop. Mieux vaut que tu en aies plutôt que de le laisser assir. Mais je savais bien que non. Je reconnaissais la gentillesse quand j'en voyais. Merci quand même. Il hocha la tête et continua de descendre les escaliers. Ces petits gestes de bonté de la part d'un quasi-inconnu comptaient plus que je ne l'aurais cru. Il me rappelait que je n'étais pas seule. Que je faisais partie d'une communauté, même si ce n'était que moi et ce vieux boulanger qui déposait du pain devant ma porte. 3 semaines après avoir accepté l'offre, Lucas et Jenna ont finalisé l'achat de la maison. Ils ont signé les papiers, remis les clés et quitté la maison que je les avais aidés à acquérir. Une semaine plus tard, je suis allée en voiture jusqu'à la rivière pour voir leur nouvel appartement. C'était dans un immeuble ancien, 4 étages, en briques, mais bien entretenu, propre et sûr. J'ai monté les escaliers jusqu'au 3e étage. Lucas m'attendait à la porte. Il avait changé. Plus mince, plus fatigué, mais aussi, d'une certaine façon, plus apaisé. Comme s'il avait couru pendant des années et qu'il s'était enfin arrêté. « Maman », a-t-il dit en me serrant dans ses bras. C'était la première fois qu'il me prenait dans ses bras depuis mon départ. À l'intérieur, l'appartement était petit mais lumineux. Parquet. Grande fenêtre donnant sur la rivière. Le salon et la cuisine ne formaient qu'une seule pièce. 2 chambres au bout d'un petit couloir. Une salle de bain. Jenna était assise sur le canapé, son ventre énorme. On aurait dit qu'elle allait accoucher d'une minute à l'autre. Elle s'est levée en me voyant, un peu maladroitement, la retenant par le dos. « Margaret », dit-elle. Puis elle se mit à pleurer. Je suis allée vers elle. Je l'ai serrée dans mes bras pendant qu'elle pleurait. « Je suis désolée », sanglota-t-elle. « Je suis tellement désolée pour tout. Tu ne méritais pas qu'on te traite comme ça. Tu nous as tout donné et on t'a abandonné. J'y pense tous les jours. Absolument tous les jours. »« Ça va aller », dis-je doucement. « C'est fini maintenant. On tourne la page. » Elle se recula en s'essuyant le visage. « Je veux que tu saches quelque chose. Le bébé. On va l'appeler Sophie Margaret. Sophie en hommage à ma grand-mère. Margaret en hommage à toi. Si ça te convient. » Un poids s'est brisé en moi. « C'est plus que bien, » murmurai-je. Lucas me fit visiter l'appartement. Il était meublé avec parcimonie. Un canapé qu'ils avaient déjà. Leur lit. Un berceau qu'ils avaient déplacé de l'ancienne chambre d'enfant. Pas grand-chose d'autre. On a dû vendre plein de choses, expliqua Lucas. Les meubles. Mes outils. Le vélo de Jenna. Tout ce qu'on pouvait. On voulait démarrer sans dette. On a tout vendu à des gens du coin et sur Facebook Marketplace. Ça m'a fait mal au cœur de tout voir partir, mais il le fallait. C'était malin, dis-je. Dans la plus petite chambre, ils avaient aménagé la chambre du bébé. La même peinture jaune qu'avant. Le même berceau blanc. Le même mobile avec des étoiles et des lunes. Mais ici, c'était différent. Plus simple. Plus pratique. C'est parfait, dis-je. Et je le pensais vraiment.
On est retourné au salon. Lucas avait mis des hamburgers sur un petit barbecue sur leur minuscule balcon. Il donnait sur la rivière. On voyait les bateaux passer. Les canards nager. On a mangé ensemble à une petite table près de la fenêtre. On a parlé des prénoms qu'ils envisageaient pour le bébé. De l'accouchement imminent de Jenna. De leur appréhension à tous les deux. C'était normal. Simple. Comme si on était de nouveau une famille, mais différent. Avec des limites. Avec respect. Avant de partir, Jenna m'a prise à part. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je dois le répéter, a-t-elle dit. Je suis désolée, Margaret. Pour tout. Tu as tellement sacrifié pour Lucas. Pour nous. Et on n'y a pas prêté attention. On t'a tenue pour acquise. Tu ne méritais pas ça. J'ai touché son ventre. J'ai senti le bébé bouger contre ma main. Fort. Insistant. Vivant. Cette petite a une seconde chance, ai-je dit. Elle a des parents qui ont appris très tôt à la dure. Des parents qui savent gérer un budget, faire des sacrifices et prendre des décisions difficiles. C'est un cadeau. Ne le gâche pas. Jenna a hoché la tête, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. J'ai serré Lucas dans mes bras pour lui dire au revoir. Je lui ai dit que j'étais fière de lui. Qu'il faisait le bon choix. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Une vraie paix. Ils allaient s'en sortir. Ils allaient trouver une solution. Sans mon argent. Sans mon intervention. Juste eux, face à leur nouvelle vie. Et moi aussi, j'allais m'en sortir. Sophie est arrivée un mardi, début mars. 2,8 kg. Toute petite. Parfaite. 10 doigts. 10 orteils. Une belle chevelure brune, comme celle de Lucas à sa naissance. Jenna m'a appelé de l'hôpital à 3 heures du matin. Elle est là, a-t-elle dit, la voix à la fois épuisée et joyeuse. Sophie est là. Je me suis habillée et j'ai pris la voiture pour l'hôpital. J'ai trouvé leur chambre à la maternité. Lucas tenait le bébé dans ses bras quand je suis entrée. Il avait l'air à la fois terrifié et émerveillé. Comme s'il n'arrivait pas à croire que ce petit être était réel. Qu'il était le sien. Maman, dit-il doucement. Viens rencontrer ta petite fille. Il la déposa dans mes bras. Elle était si petite. Si incroyablement petite. Chaude, douce et toute neuve. Je baissai les yeux vers son petit visage parfait et lui murmurai tout ce que j'aurais aimé savoir à la naissance de Lucas. Tes parents t'aiment, dis-je doucement. Ils feront des erreurs. Mais ils feront de leur mieux. Et je serai là pour toi. Mais je t'aimerai différemment de la façon dont j'ai aimé ton papa. Je t'aimerai sans me perdre. Je serai ta grand-mère. Et ce sera suffisant. Sophie bâilla. Sa petite main s'enroula autour de mon doigt. Je suis restée 1 heure. Je l'ai tenue dans mes bras pendant que Lucas et Jenna dormaient. Je lui chuchotais des choses sur le monde dans lequel elle venait d'entrer. Sur sa famille. Sur les secondes chances. Quand je suis partie, Lucas m'a accompagnée jusqu'à l'ascenseur. Merci d'être venu, dit-il. Bien sûr que je suis venu. C'est ma petite fille. Non, je veux dire. Il s'arrêta. Puis reprit. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Même quand nous avons perdu espoir en toi. Merci d'avoir été ferme quand il le fallait. De ne pas nous avoir sauvés quand nous aurions dû nous débrouiller seuls. J'ai levé la main et touché son visage. Mon garçon. Mon fils. Il avait bien grandi. Tu seras un bon père, dis-je. Meilleur que le tien. Meilleur que je n'ai été une mère, peut-être. Ne dis pas ça. Tu as été une mère formidable. J'étais une mère qui en faisait trop. Qui t'a appris que quelqu'un réglerait toujours tes problèmes. Je ne referai pas cette erreur avec Sophie. Je serai là pour elle. Mais je la laisserai parfois tomber. La laisser apprendre. Comme j'aurais dû le faire avec toi. Lucas hocha lentement la tête. Je comprends maintenant. Ce que tu faisais. Pourquoi tu as dit non? Je ne comprenais pas à l'époque. Mais maintenant, je comprends. L'ascenseur arriva. J'y entrai. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Dis-je. Des conseils. Une babysitter. Quelqu'un à qui parler. Je suis là pour ça.
Mais pas pour de l'argent. Pas pour te sauver. D'accord? D'accord, dit Lucas. Je te le promets. Les portes se refermèrent. Je leur rendis visite chaque semaine après cela. J'apportais parfois des courses. Du pain frais de la boulangerie de Monsieur Kowalski. Des couches quand il y avait une promotion. Mais je ne payais pas leurs factures. Je ne résolvais pas leurs problèmes. Quand Lucas m'appelait, stressé par l'argent, je l'écoutais. Je lui donnais des conseils. Mais je n'ai pas sorti mon portefeuille. C'était difficile. Mon instinct me poussait encore à tout arranger pour lui. Mais j'avais appris. Enfin. Un après-midi, environ 3 mois après la naissance de Sophie, je la tenais dans mes bras pendant que Jenna préparait le dîner et que Lucas travaillait sur son ordinateur portable à la table de la cuisine. On a fini de rembourser les cartes de crédit, dit Lucas sans lever les yeux de son écran. Toutes. Ça nous a pris 5 mois, mais on a réussi. Je le regardais. Mon fils qui apprenait à gérer un budget, à faire des sacrifices et à prendre des décisions difficiles. Je suis fier de toi, dis-je. Et je le pensais vraiment. On pense ouvrir un compte épargne, ajouta Jenna depuis la cuisine. Juste $25 par semaine. Mais c'est déjà ça. $25 par semaine. La somme que j'économisais quand Lucas était petit. Quand je cumulais 3 emplois et que je rêvais de financer ses études. C'est parfait, dis-je. C'est exactement ce qu'il faut. Sophie commença à s'agiter. Je la berçai doucement, fredonnant la même berceuse que je chantais à Lucas. Voilà ce que devait être une famille. Pas une seule personne qui se sacrifie. Pas une seule personne qui se noie pour que les autres puissent flotter. Mais chacun qui fait sa part. Chacun qui contribue à sa manière. Se soutenir mutuellement sans se perdre. J'ai regardé autour de moi, dans leur petit appartement. Le mobilier simple. La vie qu'ils construisaient de leurs propres mains. C'était mieux ainsi. Mieux que la grande maison qu'ils ne pouvaient pas se payer. Mieux que la chambre d'enfant parfaite que j'avais payée. Mieux que la vie qu'ils avaient essayé de bâtir sur mon dos. Avez-vous aimé mon histoire? De quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si l'histoire vous a plu, vous pouvez me soutenir en m'envoyant un grand merci afin que je puisse continuer à partager d'autres histoires comme celle-ci. Merci infiniment pour votre soutien. J'attends vos commentaires avec impatience. À l'écran, vous pouvez voir 2 autres histoires de vie que je vous recommande vivement. Il y en a bien d'autres sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans le prochain récit de vie, avec amour et respect.